élèves, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les grandes révolutions techniques de l'information qu'il y a très longtemps à aujourd'hui. Alors une grande révolution technique de l'information, c'est quoi? C'est un grand changement dans le mode de communication et l'essor d'un nouveau média qui va permettre de communiquer de manière nouvelle et différente les informations. Dans ce tutoriel, nous allons distinguer trois transformations majeures. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons voir les grandes révolutions techniques de l'information liées au papier. Donc on verra l'imprimerie, tout d'abord, et on verra ensuite la presse écrite et son apparition au XIXe siècle. Ensuite, on verra les grandes révolutions techniques liées à l'apparition du son, la radio et de l'image, la télévision et un peu le cinéma. Et enfin, dans un dernier temps, on verra la révolution qui est Internet, qui mondialise et qui individualise les informations. Nous ferons donc un plan chronologique où on verra chaque fois ces grandes révolutions médiatiques et donc leur aspect technique. Pour chaque point, tout d'abord, nous verrons quels sont les moyens techniques qui ont permis la révolution médiatique. Ensuite, nous verrons comment le nouveau média se développe. Et enfin, on verra les modifications que cela implique dans le mode d'information. Bon tuto, on commence tout de suite par l'imprimerie. L'imprimerie, moyen de l'invention et révolution technique. L'imprimerie, il faut du papier et de l'encre. Le papier évolue depuis l'Antiquité. Les papyrus, qui étaient des plantes, laissent place au parchemin, qui se conservent mieux, qui sont liés à des peaux animales, et l'apparition du papier chinois, qui se développe massivement à partir du XIIIe siècle en Europe. Ce papier permet d'être beaucoup moins cher, c'est du papier chiffon à ce moment-là, mais également d'en avoir en plus grande quantité et on peut plus facilement imprimer à plat des caractères liés à l'encre. L'encre aussi, il arrive de Chine, et l'imprimerie, qui est inventée par les imprimeurs allemands, donc soi-disant c'est Gutenberg qui l'a inventé en 1450, c'est une combinaison technique de différentes innovations qui sont mises ensemble. Donc c'est l'apport de la xylographie, qui est une technique de presse. C'est l'apport de Gutenberg, qui crée la typographie à caractère mobile et qui change les caractères en bois par des caractères en plomb. Enfin, donc, c'est la généralisation de la presse et c'est la découverte d'encre plus épaisse et plus adaptée. Bref, c'est une innovation technique générale. Il y a donc moins de coûts et plus de productivité. En Allemagne, il y a d'autres imprimeurs qui se développent et très rapidement, le nombre de livres augmente. Donc vers 1500, on compte entre 240 et 270 imprimeurs dans l'Europe, c'est principalement l'Europe humaniste, et ces humanistes augmentent considérablement le nombre de livres. Dans une Europe où il y a peu de lettrés, le nombre entre 1450 et 1500, on estime qu'il y a entre 15 et 20 millions d'exemplaires en Europe de livres en circulation. On passe à 150 à 200 millions dans le siècle suivant, donc au XVIe siècle. Cette augmentation est très importante et extrêmement rapide. Les livres sont de moins en moins diffusés en latin, mais de plus en plus dans les langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues qui sont les langues des pays, et ça c'est un changement important. Donc cette baisse des prix est très importante, mais surtout cette facilité de production entraîne ce développement. Alors, quand on dit le développement des livres, il y a également le début du développement des premiers imprimés, que sont les gazettes, qui se développent au XVIIe siècle, avec la gazette, par exemple, de Théophraste Renaudot, qui est le premier vraiment petit journal français, qui développe un peu les actualités royales, qui est une gazette un peu officielle, mais se développe également les gazettes étrangères, comme la gazette d'Amsterdam, par exemple, qui se circulent sous le manteau ou même main à main, qui ne sont pas forcément autorisées, et qui circulent en France pour avoir des nouvelles sur le Royaume de France qu'on ne dit pas. Alors maintenant, les effets de cette imprimerie sont très importants. Déjà, l'imprimerie, elle a été permise par l'augmentation de la demande. C'est-à-dire qu'on avait une Europe qui était de plus en plus savante et de plus en plus lettrée, qui était l'Europe des humanistes, et cette demande a été assouvie finalement par la création de l'imprimerie, et on voit que les humanistes, par exemple quelqu'un comme Guillaume Fichet, étaient très en lien avec les imprimeurs, parce qu'ils avaient besoin de ces livres pour diffuser leurs connaissances, et ce renouveau de l'essor des connaissances, avec la redécouverte des livres de l'Antiquité, qui se passe
au moment de l'imprimerie. Donc les deux mouvements vont ensemble, si vous voulez. L'imprimerie et la diffusion des connaissances, c'est deux mouvements qui se nourrissent. Alors, les informations se diffusent du coup par les livres et non pas par les colporteurs qui perdent de leur rôle finalement. Et également, le résultat, c'est la perte de pouvoir de l'Église. Les moines copistes sont remplacés par des imprimeurs proto-industriels et l'Église voit des ouvrages diffuser des connaissances hors de son contrôle. Elle met rapidement en place l'index pour approuver ce qui est diffusable et pas diffusable, mais néanmoins, cela permet une extraordinaire diffusion des connaissances hors de son contrôle. Et ça, c'est le résultat le plus important finalement. C'est-à-dire que des savants peuvent avoir des bibliothèques de l'autre côté de l'Europe et avoir une connaissance incroyable dans un domaine. C'est le cas de Nicolas Copernic, qui à Cracovie écrit De Revolutionibus en 1543, mais il a, Nicolas Copernic, une bibliothèque impressionnante à Cracovie de livres qui sont liés à la cosmologie et à l'astronomie. Donc par exemple, il a l'intégrale de Ptolémée, mais il a également les écritures de d'autres astronomes de son époque. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et son ouvrage De Revolutionibus en 1543 est une bombe que Kepler et Galilée réutiliseront ensuite. Bon exemple qui montre que c'est grâce à l'imprimerie que les connaissances peuvent se diffuser. Ensuite, autre élément de nouveauté, c'est que les États peuvent avoir des registres et cela permet le développement des administrations. Administrations qui étaient elles-mêmes à la source un peu de la demande d'imprimerie, notamment au travers de la demande pour prélever des impôts, ou même pour les traités, ou pour la publication des informations, il était intéressant de publier des informations écrites. C'est également la création du droit, hein, et la formalisation, donc par exemple les édits, par exemple l'édit de Villers-Cotterêts, qui oblige à être écrit en français, sous François Ier, un certain nombre de décrets. Ben ça montre l'importance de l'écrit qui apparaît dans les sociétés. Alors, cette augmentation de l'écrit se traduit enfin avec une religion, et ça c'est important, c'est un autre chose. Le protestantisme est à mettre en lien avec ça. En effet, la religion protestante, c'est une religion dans laquelle la Bible en tant que livre est centrale. Et le chrétien lit la Bible et le message est dans la Bible. Et vous savez que dans les temples, on met une table avec la Bible dessus. Donc la vérité est dans le livre. Et Luther va, en 1517, dans ses 95 thèses, va demander va imprimer des Bibles en langue vernaculaire, donc en allemand, pour que les croyants s'approprient cette Bible. Et ça, c'est à mettre en lien avec l'imprimerie et son fort développement. Donc voilà, l'imprimerie, elle crée des changements radicaux à son époque. Perte de pouvoir de l'Église, perte de contrôle de l'Église sur les informations, mais également diffusion massive d'informations, possibilité d'avoir une diffusion des connaissances partout en Europe. Alors, c'est pas encore le début de la presse parce qu'on n'a pas les moyens d'imprimer rapidement en grande quantité des choses pour avoir une information instantanée. Puis d'autant que les moyens de communication ne sont pas très efficaces en Europe. On met encore 7 jours pour aller de Paris à Marseille à l'aube de la Révolution. Donc c'est des informations qui vont lentement, mais néanmoins elles commencent à circuler grâce à l'écrit et au papier. Symbole de ça à la fin de la période, c'est bien sûr l'encyclopédie qui entre 1751 et 1772, lancée par Diderot et d'Alembert, permet la diffusion de 25 000 exemplaires de cette magnifique compilation des données des connaissances scientifiques du XVIIIe siècle. Donc les hommes des Lumières, par l'encyclopédie, diffusent leurs connaissances et font un point sur ce qu'on sait à un instant T. L'encyclopédie, dont le principe est le suivant, vous avez des lettres et vous avez des grands articles sur les différentes connaissances qu'on a sur différents points. Donc par exemple, l'article Amérique, qu'est-ce qu'on sait sur l'Amérique? Et c'est bien sûr un spécialiste de la question qui écrit là-dessus. Voilà, donc cette imprimerie, elle entraîne une révolution. Maintenant, après l'imprimerie, la presse. Alors la presse se développe essentiellement au XIXe siècle. Donc tout d'abord, on va voir les moyens techniques qui permettent cette évolution de la presse. Donc tout d'abord, c'est l'invention de la rotative qui permet d'imprimer plus rapidement et en beaucoup plus grande quantité de manière beaucoup moins chère. La rotative, c'est une presse cylindrique qui permet d'utiliser du papier rouleau et d'imprimer extrêmement rapidement. Également, il y a l'invention de la linotype, qui est une imprimerie accélérée, qui est en fait une machine qui permet de composer des lignes de texte. Ces deux inventions, linotype et rotative, permettent d'augmenter la cadence de production des journaux et permettent de créer une presse. Alors, les autres révolutions techniques qui sont importantes à ce moment-là, c'est les choses qui permettent l'augmentation de circulation
des informations. En effet, les télégraphes sont créés. Donc tout d'abord le télégraphe optique, le télégraphe Chappe est créé pendant la Révolution. C'est un système de codage qui permet à partir d'une tour de donner une centaine de mots de vocabulaire qui peuvent communiquer de tour à tour et rapidement on peut communiquer des informations selon des axes de construction de ce télégraphe. Le télégraphe optique est rapidement démis pour le télégraphe électrique, inventé en 1832 par Samuel Morse. Donc là, il y a un système de code qu'on appelle des pneumatiques, qui permettent à partir on tape sur un fil électrique, et donc ça permet de créer un système de codage. Et donc là, vous avez des séquencements qui permettent de donner qui sont traduisibles dans des mots qui veulent donner un sens. Donc le territoire français se couvre de télégraphes, et donc en 1863, il y a déjà 28 000 lignes de kilomètres de lignes télégraphiques qui sont mis en place en France. C'est énorme. Et il y a à peu près 1000 bureaux de télégraphe, et donc avec des gens qui traduisent les informations données d'un bureau à un autre. Il y a même 4000 agents, en 1863 de télégraphe. Donc les informations circulent rapidement. Et ça permet d'avoir des actualités, donc aux journaux de savoir des choses rapidement, et en plus de les diffuser par la presse qui se développe. Ensuite, le téléphone apparaît en 1876, mais surtout, la radio dès 1895 permet d'avoir des informations. Et donc instantanément diffuser une information d'un endroit à un autre. La radio à ce moment-là est militaire, elle n'est que grand public que beaucoup plus tard au XXe siècle. Alors, ensuite, pour l'essor de la presse, donc on a des moyens techniques supplémentaires avec la rotative et la linotype, des moyens techniques supplémentaires avec comment avoir une information, le télégraphe, et surtout maintenant on a des moyens supplémentaires du point de vue de la circulation, et on peut envoyer des journaux loin rapidement. C'est avec l'essor du chemin de fer, comme vous voyez sur la carte, il y a 35 000 km de lignes de chemin de fer en 1850, et 1 million en 1914, donc le chemin de fer connaît une explosion. Bon, il y en a beaucoup de lignes qui ont disparu aujourd'hui, mais ça permet de transporter des journaux librement. D'ailleurs, à ce moment-là, les journaux sont des journaux du soir, souvent et pas du matin. Pourquoi? Parce qu'on met les journaux le matin, on lance le comité de rédaction, on lance l'impression et on envoie les journaux dans la province le soir. Aujourd'hui, les journaux sont en général du matin. Ils sont expédiés dans le premier train du matin. Pourquoi? Parce que l'impression a lieu la nuit. Montre le développement, c'est l'explosion du nombre de journaux tirés, avec notamment dans la Troisième République française l'apparition des 4 petits. Donc c'est des journaux qui dépassent le 1 million d'exemplaires, et le Petit Parisien par exemple diffuse à 1,4 million d'exemplaires. Le nombre de titres augmente, mais c'est surtout leur diffusion. On estime qu'il y a 9 millions 5 de journaux qui sont diffusés en France à l'aube du XXe siècle, donc en 1914, c'est énorme. Les Français sont des journaux, le journal est partout dans la vie des Français, et cette presse est grand public. Alors, elle est grand public, pourquoi? Parce que déjà, il y a une libération progressive au fil du XIXe siècle de la liberté de presse, et donc on peut librement consulter de la presse. Si en 1919 les lois Serre permettent la liberté de presse, les régimes, que ce soit la monarchie de Juillet en 1835 ou le Second Empire, vont limiter cette liberté en imposant le timbre et également un cautionnement. Donc ça veut dire que les journaux doivent donner une caution au préfet, et également il y a une autorisation préalable de sortie du journal. Mais à partir de 1881, la loi sur la presse de la Troisième République garantit la liberté de presse. Bon, bien sûr, on n'a pas le droit à la pornographie, etc. Et donc, cette garantie de liberté de presse favorise sa diffusion. De plus de ça, des manières de la presse se mettent en place, comme par exemple Émile de Girardin avec la presse, qui ont l'idée d'insérer la pub, la une, les reportages, mais également les romans feuilletons, comme par exemple Les Mystères de Paris de Gensu, qui incite les lecteurs à lire la presse d'un jour sur l'autre. La presse devient donc le lieu de l'actualité et permet une diffusion de l'actualité. On le voit par exemple dans l'affaire Dreyfus, où la presse devient le centre du sujet, mais on va distinguer deux types de presse, donc la presse grand public, qui va avoir la presse grand public, donc les 4 petits, qui ont l'objectif de massification, et donc là qui vont plutôt être dans le sensationnalisme, le fait divers, et la presse politique, qui elle va prendre parti et être plutôt classée de droite ou de gauche. Vous avez les journaux politiques, justement, qui dans l'affaire Dreyfus, s'étripent pour ou contre la culpabilité de Dreyfus, et donnent des idées politiques aux gens. C'est là que se créent l'Humanité et le Figaro, à la fin du 19e siècle. Donc il faut s'intéresser, après l'affaire Dreyfus,
à cette augmentation de la presse politique qui devient importante dans les années 30, la presse grand public étant progressivement remplacée par la radio, la télévision, mais également la presse quotidienne régionale qui existe toujours aujourd'hui, qui est l'héritière de cette presse grand public qui était les quatre petits. Donc voilà pour la presse qui était une grande révolution de l'information. Alors nous continuons ce tuto. Alors après avoir vu les éléments qui sont liés au papier, donc à l'imprimerie et à la presse, on va voir les éléments qui sont liés à l'information par le son et par l'image. En effet, l'apparition de la radio, des actualités au cinéma et aussi de la télévision révolutionne les médias et la manière de communiquer et amène un nouveau moyen de communiquer des informations par un média de masse. Alors commençons par la radio. La radio est un média qui apparaît à la fin du 19e siècle avec l'invention de la télégraphie sans fil. Et cette télégraphie sans fil va permettre d'être utilisée à des fins militaires pour envoyer des messages, qui sont dans un premier temps des messages codés, sur une très longue distance, en utilisant les longues ondes magnétiques. Il faut avoir des récepteurs assez puissants, et donc qui consomment pas mal d'énergie, mais cependant, dans les années 30, la télégraphie, la radio, est déjà relativement massivement diffusée, et on estime, par exemple, qu'en 1939, 60% des Français sont propriétaires d'une radio, à l'aube de la guerre, et ont donc un moyen de recevoir les informations par la radio. Il y a peu de radios et certaines radios sont contrôlées, donc c'est le cas en France où il y a un mix entre radios privées mais surtout les radios d'État. En Angleterre ou en Italie où il n'y a que des radios d'État, et aux États-Unis où par contre il y a une multitude de radios privées. Les radios jouent un rôle fondamental dans la guerre. Si elles étaient pendant la Première Guerre mondiale uniquement utilisées par les militaires, là elles le sont par les hommes politiques pour la propagande de guerre lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est par exemple la guerre des ondes, qui fait rage au mois de juin 1940, entre le général de Gaulle, qui le 18 juin fait un appel depuis Londres avec son célèbre discours « La France a perdu une bataille mais n'a pas perdu la guerre » et il demande aux Français de continuer le combat. Inversement, le 22 juin 1940, le maréchal Pétain dit aux Français sur les ondes des actualités françaises et donc de la RTF, la radio-télédiffusion française, « C'est le cœur serré que je vous dis qu'il faut cesser le combat » et il annonce la collaboration. Donc la radio joue à ce moment-là le rôle de média fondamental et ensuite elle se diffusera de masse dans les années 50-60 par l'apparition du transistor qui est un petit composant électrique qui permet en gros de mettre des piles et d'avoir de l'autonomie et du coup les radios sont fréquentes partout, tout le monde a une radio et on peut avoir les actualités de partout. Alors, ce qui va faire le succès de la radio, c'est un certain nombre de choses. Tout d'abord, c'est son instantanéité. C'est la possibilité du direct, et les radios vont se mettre à couvrir des événements sportifs, comme Europe 1 qui couvre le Tour de France. Et également, la radio, c'est la faiblesse de son coût qui va faire son succès. En effet, avec l'apparition du transistor, on peut avoir les informations en permanence de manière gratuite, et ça va permettre une consommation élargie et massive d'informations. Ensuite, la radio, elle n'a pas de limitation, comme le journal, il faut l'imprimer, là il n'y a pas de limitation en nombre, et elle peut connaître de très très fortes audiences. Donc la radio connaît un succès, mais c'est la télévision et les actualités qui vont arriver avec les images qui, eux aussi, vont permettre une révolution des médias. En effet, donc la télévision apparaît dès les années 30 pour retransmettre de grands événements, comme par exemple les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, où il y a les premières retransmissions. Mais ensuite, elle est freinée par l'apparition de la guerre, et c'est seulement après-guerre que commence vraiment le grand succès de la télévision. C'est les années 60 qui font le succès de la télévision. On estime, par exemple, en France, c'est dans les années 60, donc c'est en 67 que plus de 50% de la population a la télévision. Alors, cette télévision, elle connaît un grand succès parce qu'elle a des atouts. Le premier atout de la télévision, en plus d'être le direct, qui était déjà le cas de la radio, c'est l'image. L'image donne un gage de vérité, donne un gage de spontanéité et permet de voir et de se faire idée des phénomènes. Elle donne la preuve. Quand les Américains en 1969 diffusent en direct à la télévision l'arrivée de l'homme sur la Lune, ils veulent montrer physiquement leur victoire dans la guerre froide. Et même si on ne voit pas grand-chose sur ces images de Neil Armstrong qui pose le pied sur la Lune, il y a l'idée de preuve. Il y a l'idée de sensation et de sensationnalisme. Les grands événements qui ont été retranscrits à la télévision, par exemple comme en 2001, c'est peut-être un des derniers grands événements télévisés, vu qu'après il y a les réseaux sociaux et Internet qui apparaissent, qui étaient les attentats du 11 septembre, passés en boucle dans les télévisions du monde entier.
Et on se souvient tous de ces téléviseurs qui diffusaient en boucle l'avion percutant la seconde tour en direct. Cependant, la télévision conditionne énormément par les coûts qu'elle impose, mais également par son format, l'information. En effet, elle donne beaucoup d'importance à la forme et non peu au fond. Les hommes politiques sont souvent jugés sur leur apparence et non sur le fond de leurs idées. C'est le cas de Nixon lors du débat avec Kennedy au début des années 60, qui perd le débat parce qu'il est parasé, mal maquillé. C'est également le cas de George Bush en 88, qui ne fait que de regarder sa montre et du coup qui donne l'impression d'être agacé. C'est la forme, la télévision, plutôt que le fond. C'est le culte de l'image. La présence des reporters et du reportage va permettre néanmoins à la télévision d'avoir un grand succès par l'exotisme qu'elle propose et notamment par la possibilité d'avoir de grands événements sportifs qui sont retranscrits en direct. Et là, en image, c'est beaucoup plus intéressant, comme par exemple les grands matchs de foot. On sait aujourd'hui ce que sont les Coupes du Monde de football à la télévision, qui ont des audiences records, mais également les Jeux Olympiques. Autre élément qui conditionne la télévision dans sa diffusion d'informations, c'est que c'est un média coûteux. Donc on a dit qu'il y a des reporters, qu'il faut une couverture correcte. Et donc, pendant longtemps, la télévision a été liée à un monopole public. En France, c'est l'ORTF qui détient ce monopole, totalement contrôlé par l'État jusqu'en 1974. Il y a plusieurs chaînes après 1974, et l'État donne un peu d'autonomie à l'ORTF. Mais le début de la concurrence à la télévision, c'est seulement en 84, l'apparition de Canal+, la privatisation ensuite en 86 de TF1, et progressivement l'apparition de nouvelles chaînes de télévision, mais ça va être extrêmement progressif, Arte la 5e, puis la 6, et enfin l'apparition du canal satellite, et progressivement, et ensuite bien sûr aujourd'hui de la télé numérique terrestre, la TNT. Donc l'arrivée des chaînes privées est relativement lente, l'infrastructure étant coûteuse. Donc, avec le temps, il y a eu de plus en plus de chaînes. Néanmoins, la télévision a connu un grand succès, et c'est le média par excellence aujourd'hui, puisque c'est là que les Français prennent en priorité leurs informations. Paradoxalement, c'est le média auquel ils font le moins confiance. Enfin, pour terminer, dernière grande révolution médiatique, c'est l'apparition d'Internet. Alors, Internet est-il un média au sens propre du terme? Oui, parce que c'est un nouveau mode de communication. C'est un mode de communication qui propose des supports numériques de tout type, de type textuel, de type son, de type image. Donc sont les podcasts, images, les vidéos, les photos, les sites, etc. Mais ce mode de communication compile les précédents et surtout facilite les communications en les accélérant encore. Alors la révolution technique que propose Internet, c'est la possibilité de diffusion et de consultation dans le monde entier par la connexion à Internet d'informations depuis n'importe quel endroit vers n'importe quel endroit à partir du moment où on est connecté à Internet. Et sous tout type de format. Pour cela, en fait, Internet, c'est la création du web dans les années 90 qui permet, selon un langage, souvent en général le langage HTML, d'avoir une adresse, donc un URL, qui permet d'ouvrir une page qui va pouvoir contenir du son, des images et de la vidéo, et cette page consultable. Donc le principe étant la neutralité, tout est entre guillemets autorisé sur Internet, donc ça c'est sur le web. Alors bon, il y a le dark web, hein, c'est un autre type de page qui existe, qui n'est pas sous les formats que je viens d'édicter, qui existe aussi et qui permet aussi de consulter des pages. Donc ce système du web, il permet une facilité de communication et à tout le monde de communiquer. Alors au début, il faut être un peu informaticien pour communiquer par le web, mais progressivement, avec la diffusion d'outils grand public, comme par exemple la messagerie instantanée, donc les emails, qui vont permettre ensuite les listes de diffusion, etc., mais aussi la consultation de sites internet, donc vous avez des sites de grands médias, mais des sites internet de tout type, par exemple des encyclopédies en ligne, comme Wikipédia, qui permettent d'avoir des informations, mais également, et ça c'est le plus important, la création des réseaux sociaux, qui facilite les communications par Internet entre les internautes, qui peuvent massivement diffuser des images, des vidéos, donc c'est YouTube, des images ou des informations, c'est par exemple Twitter. Facebook, qui est un réseau social qui est créé en 2004, est le premier des réseaux sociaux, mais d'autres réseaux sociaux dans les années 2000 et 2010 vont se développer et permettre aux internautes de bénéficier à plein pot de ces facilités que propose Internet.
Alors Internet va doubler les médias traditionnels, mais les médias traditionnels vont venir sur Internet. Donc Internet propose par les réseaux sociaux une forme de désintermédiation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un média traditionnel qui va faire le lien entre l'information et vous. Et ça, c'est l'apparition du tous journaliste dans les années 2010, où les internautes vont poster sur les réseaux sociaux des informations sans avoir besoin des médias traditionnels. Alors ça pose tout le problème qu'on a vu de la vérification des informations. Néanmoins, force est de constater que ce phénomène se développe, et sur Internet, il y a cette désintermédiation qui se produit. Cependant, les médias traditionnels sont aussi sur Internet, proposent des contenus, des vidéos, et sont aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi une facilité de communication de l'information pour les médias traditionnels. Bon, cependant, Internet révolutionne complètement l'information en la massifiant et en donnant possibilité à tout le monde de produire des contenus. Il propose donc un espace de liberté, certains diront un espace de haine, avec le développement des sites internet d'extrême droite, de manière beaucoup plus facile, ou même d'extrême gauche d'ailleurs. Et sur Internet, par exemple, une facilité de créer un média. Vous prenez par exemple Mélenchon qui a créé une chaîne qui s'appelle Le Média. C'est un média qui ne fonctionne que grâce à Internet, parce qu'il veut s'affranchir justement des médias traditionnels. Le nombre d'internautes a considérablement évolué, même si on le voit sur cette carte, il est relativement inégal entre les pays. Aujourd'hui, plus de 50% des terriens sont internautes, et même s'il y a une fracture numérique, soit 80% des Français ont accès à Internet, quelle que soit leur catégorie d'âge. Donc Internet, c'est une nouvelle plateforme médiatique qui rebat les cartes sur certains problèmes que je viens d'expliquer, et qui est la dernière des révolutions médiatiques. Mais c'est une révolution qui ne tue pas les anciens médias traditionnels. Donc voilà, on a eu un certain nombre de révolutions médiatiques. Ces révolutions médiatiques ont pour point commun d'avoir toujours des causes techniques et des évolutions techniques. Il faut les connaître, je les ai évoquées. Ensuite, elles ont aussi des causes sociales, avec des évolutions de la société qui permettent d'avoir une demande différente. Donc c'est l'alphabétisation et l'augmentation des savants pour les documents écrits, donc soit pour l'imprimerie et la presse écrite. C'est une demande d'images et de sons et d'instantanés dans un monde qui commence à se mondialiser avec la facilité des moyens de communication pour la radio et la télévision. Et pour Internet, c'est l'interconnexion et le besoin pour certains groupes d'exprimer leurs informations qui vont donner le succès d'Internet. Donc voilà pour ce tuto sur les grandes révolutions médiatiques. Merci de l'avoir suivi. Bon devoir, c'est un sujet complexe, donc j'ai donné beaucoup de connaissances, mais à vous de revenir sur chaque point pour bien connaître les définitions, notamment les aspects techniques des grandes révolutions médiatiques. Ici, Radio-Diffusion Nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le